Bienvenue pour cette discussion approfondie sur un sujet qui intrigue souvent, les fonds spéculatifs, les fameux hedge funds. Bonjour. Oui, un univers assez complexe. On va essayer de le décrypter un peu en s'appuyant sur l'ouvrage Hedge Fund Analysis de Frank J. Travers. L'idée, c'est vraiment d'aller au-delà des clichés. Tout à fait. Comprendre comment ça marche, quels sont les vrais enjeux quand on veut les analyser. Et le livre nous propose un point de départ assez inattendu. Oui, j'ai vu ça, on ne commence pas à Wall Street, mais au Japon. Au XVIIIe siècle. Exactement, avec un certain Munehisa Onma, un négociant en riz à Osaka. Ça peut paraître loin, mais c'est fascinant. Alors, en quoi Honma était-il un précurseur? Qu'est-ce qu'il faisait de si spécial? Ce qui est frappant, c'est qu'il combinait déjà plusieurs choses très modernes. D'abord, l'analyse de données historiques. Il regardait les prix passés, la météo sur des années, pour essayer de prévoir. Une approche quantitative, avant l'heure en quelque sorte. C'est ça. Et il cherchait un avantage informationnel. Il avait même mis au point un système de communication hyper rapide pour l'époque, avec des drapeaux entre les places de marché. Ah oui, pour avoir les infos avant les autres, hein. Voilà. C'est un peu l'ancêtre, si on veut, du trading à haute fréquence. Mais au XVIIIe siècle. C'est fou. Incroyable. Donc cette idée de chercher un edge, un avantage, ça ne date pas d'hier. Pas du tout. Et plus proche de nous, il y a une autre figure intéressante, Karl Karsten, dans les années 1930. D'accord, avec son livre Scientific Forecasting. Oui. Lui, il a développé un système plus automatisé, basé sur des indicateurs économiques, des baromètres, comme il disait. Hmm. Et surtout, il a été le premier à vraiment théoriser l'investissement dit market neutral, c'est-à-dire, Acheter les gagnants et vendre les perdants pour neutraliser le risque global du marché. précisément, pour isoler la performance qui vient uniquement de la sélection des titres, la recherche de ce qu'on appellera plus tard l'alpha. Et, détail amusant, c'est lui qui utilise le terme hedge fund pour la première fois. Ah, d'accord. Mais celui qui a vraiment popularisé la structure qu'on connaît aujourd'hui, c'est Alfred Winslow Jones, après la guerre en 1949. Oui, Jones est fondamental. Il met en place plusieurs éléments clés. D'abord, une structure de partenariat privé. Ça lui permettait à l'époque d'échapper à certaines régulations. Et il utilise le levier et la vente à découvert. Oui, mais attention. Et c'est crucial. Il les utilise de manière combinée, non pas pour prendre plus de risques, mais au contraire pour réduire son exposition nette au marché. Pour se couvrir. C'est ça, le hedging, couvrir le risque. C'est important de le rappeler, car l'image qu'on en a est souvent différente. Tout à fait. Si contre-intuitif, mais c'est l'origine du terme. Jones introduit aussi la structure de frais basée sur la performance, les fameux 20% d'incentive fee. Et aussi l'idée de faire appel à plusieurs gestionnaires externes pour la sélection de titres, non? Exactement, le modèle multimanager. Il reconnaissait ne pas être le meilleur dans tous les domaines. L'objectif final de Jones, c'était quoi? Générer un rendement absolu. Peu importe si le marché monte ou baisse. Isoler la performance pure du gestionnaire. Voilà, l'alpha. Depuis Jones, évidemment, le secteur a explosé. Le livre mentionne des chiffres assez énormes. Oui, la croissance a été phénoménale. On parle de passer de quelques centaines de milliards de dollars sous gestion à la fin des années 90 à près de 2 trillions vers 2011. C'est colossal. Et avec cette croissance, des structures spécifiques sont apparues, comme le modèle Master Feeder. Oui, c'est une structure très courante. En gros, ça permet de regrouper l'argent dans un fonds principal, le Master Fund, souvent offshore, et ensuite il y a des fonds nourriciers, les Feeder Funds, un pour les investisseurs américains, un pour les internationaux par exemple. C'est surtout pour des raisons fiscales et réglementaires. D'accord. Et si on résume les caractéristiques principales d'un hedge fund d'aujourd'hui, on retrouve cet héritage. Absolument. On a la flexibilité, utilisation du levier, position longue et courte, exposition nette variable, la structure de frais typiques, frais de gestion annuels plus la commission de performance, et puis tout un écosystème de prestataires. Les prime brokers. Oui, qui fournissent le financement, exécutent les ordres, mais aussi les auditeurs, les administrateurs de fonds qui gèrent les souscriptions, les rachats. C'est une machine complexe. Et justement, cette complexité rend la due diligence, l'analyse préalable, absolument critique avant d'investir. Le livre insiste beaucoup là-dessus. C'est fondamental. Parce que la complexité peut cacher des risques importants. Pas seulement des risques de marché, mais aussi des risques opérationnels ou même de fraude. L'auteur prend l'exemple de l'affaire Biofond. Oui, Une fraude où, clairement, une due diligence insuffisante sur la partie opérationnelle, sur qui faisait quoi, comment les actifs étaient réellement valorisés et conservés, a conduit à des pertes massives pour les investisseurs. donc se fier uniquement aux performances passées, c'est dangereux. L'analogie du cube de Necker dans le livre est parlante. Exactement. On voit une face, mais on peut rater complètement une autre dimension potentiellement la plus importante.
Alors, comment on mène cette due diligence de manière efficace? Le livre propose une méthode structurée, non? En plusieurs piliers? Oui, on peut découper ça en 4 grands axes. Premièrement, la stratégie d'investissement. C'est quoi l'avantage concurrentiel, le fameux edge du gestionnaire? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est solide, durable? Ok, la stratégie. Ensuite? Deuxièmement, les opérations. Là, on regarde l'infrastructure. Comment ça fonctionne concrètement? Qui contrôle quoi? Est-ce qu'il y a une bonne séparation des tâches pour éviter les conflits d'intérêts, la fraude? Qui sont les prestataires externes, l'auditeur, l'administrateur? Sont-ils réputés, indépendants? C'est presque un audit organisationnel, en fait. C'est pas juste regarder les chiffres. C'est essentiel. Troisième pilier, l'analyse du risque. Bien sûr, le risque de marché, mais aussi le risque de crédit, de liquidité. Est-ce que je pourrais récupérer mon argent quand je veux? Et le risque opérationnel dont on parlait. On utilise des outils comme la VAR, la Value at Risk. La perte potentielle maximale sur une période donnée. Voilà. Mais il faut comprendre ses limites, surtout en période de crise. La VAR peut être très trompeuse parfois. D'accord. Stratégie, opération, risque et le quatrième pilier? C'est l'humain, les personnes clés derrière le fond. Il faut vérifier leurs antécédents, leur réputation. Et là, le livre insiste sur quelque chose d'important, ne pas se contenter des références fournies par le fonds lui-même, les références on-list. Il faut chercher ailleurs, des références off-list. Exactement. Contacter des gens qui les connaissent, mais qui ne sont pas sur la liste officielle. C'est souvent là qu'on obtient les informations les plus franches. L'auteur cite Voltaire. Juger un homme par ses questions plutôt que par ses réponses. Ça veut dire qu'il faut creuser, poser les bonnes questions, être curieux. Ça demande un vrai travail d'enquête, finalement. Carrément. Bon, tout ça nous donne une bonne idée de la complexité de l'analyse. Et ça soulève une question intéressante pour conclure, peut-être. Oui, une question de fond. Même en faisant la meilleure due diligence possible, avec toute cette sophistication, ce manque de transparence parfois voulu, jusqu'où peut-on réellement réduire l'incertitude? Quelle est la part de confiance qui reste nécessaire, même après avoir appliqué à la lettre le principe « faites confiance, mais vérifiez ». C'est une excellente question. Ça laisse matière à réflexion sur les limites de l'analyse dans ce domaine si particulier.